prétexte des difficultés économiques et de rareté des ressources, dont nous ne sommes pas responsables, on veut lésiner et chipoter au point de vouloir nous priver de nos droits. Sur un effectif de plus de 16 000 agents, seuls 1037 sont déclarés éligibles par le ministre Balla Moussa Fofana sous le fallacieux prétexte que ce sont les seuls qui remplissent les critères de fonctionnaires. C'est une hérésie. L'État est une continuité et on hérite à la fois de l'actif et du passif. Même s'il a longtemps joué au dilatoire, il faut reconnaître que le gouvernement sortant a accepté de négocier avec les syndicats et a reconnu le bien fondé de ces revendications. Autant d'acquis que le ministre voudrait remettre en cause, autant de menaces qui pèsent sur nos acquis. Nous ne l'accepterons pas. Nous refusons d'être l'agneau du sacrifice. Nous appelons les travailleurs à la vigilance. Nous leur demandons de resserrer les rangs, de se tenir prêts à engager une nouvelle forme de lutte, une lutte mieux pensée, une lutte plus stratégique, une lutte qui forcément devra donner des résultats. Seule la lutte libère, unis nous vaincrons. Les organisateurs privés du Hajj attirent l'attention des autorités sur les urgences de l'heure. Le calendrier du Hajj déjà établi par l'Arabie Saoudite et jusque-là aucune avancée n'a été notée. Les voyagistes sont étranglés par le temps. À partir du 19 février 2025, soit 10 jours avant le début du Ramadan qui est prévu le 1er mars, les premiers visas devraient être édités. Ce qui est très important. Et ceci, donc ce fait, suppose que au moins 2 mois avant cette date, les opérations devraient débuter, les inscriptions devraient démarrer, l'aviation ou la compagnie aérienne choisie, les contrats avec les logeurs terminés. Et là, c'est un point extrêmement important pour une bonne organisation du Hajj. L'édition 2024 du Hajj a connu beaucoup de difficultés liées au transport. Les voyagistes privés appellent à l'ouverture des inscriptions le plus tôt possible. Les voyagistes privés appellent à une ouverture des inscriptions le plus tôt possible et s'engagent auprès des autorités à apporter leur contribution et leur expertise à toutes les questions relatives à l'organisation du Hajj, notamment les questions de l'aviation, donc de la compagnie aérienne, de la gestion de ce que nous appelons communément l'étape de Dakar, les transferts bancaires qui ont été un cas d'école l'année dernière, nous le savons tous, nous qui sommes au cœur de la gestion du Hajj. Mais aussi la gestion du portail électronique. Il y a aussi l'épineux problème de l'hébergement et de la restauration à Mouna Arafat. Les voyagistes privés convoient 11 000 pèlerins sur les 12 860 du Sénégal. Ces derniers interpellent l'autorité et se disent prêts à collaborer avec elle pour un pèlerinage réussi. La situation des inondations dans le Danemayo continue de susciter des interrogations. Après la flambée des prix des denrées de première nécessité, le transport connaît une hausse et les prix doublent. C'est à cause de la montée des eaux que le prix du transport a doublé et la piste est impraticable. De Orefondé à Djorbufol, les passagers payent 1000 francs. Avant, c'était 500 francs. Et de Djogil à Gourel Oumardi, 1500. Le tout, ça fait 2500. C'est très difficile. Nous demandons de l'aide aux autorités. Dans cette partie du Danemayo Nord, la pirogue motorisée reste le seul moyen de transport depuis le débordement du fleuve. En cette période, les véhicules et les charrettes ne peuvent pas relier le Danemayo Nord. Les pirogues motorisées détiennent le monopole du transport actuellement dans le Danemayo. Et nous demandons à l'État de nous offrir des gilets de sauvetage. Sur le long de la vallée du fleuve, dans le Danemayo Nord, la montée des fleuves freine la mobilité des populations. Véhicules et charrettes, les seuls moyens de transport, voient leur chiffre d'affaires nettement en baisse. À Khariala, les listes des candidats aux fonctions diverses suscitent des opinions partagées.
Ce père de famille sous couvert de l'anonymat se sent peu concerné par ces choix. Je ne veux pas que certaines professions accèdent au Parlement. D'habitude, je remarque que les 5 premiers candidats sur les listes sont souvent des intellectuels, tandis que les autres sont des tailleurs commerçants ou ménagères, juste pour compléter le nombre. Je ne suis pas d'accord avec cette pratique. Un autre point de vue, celui d'un marchand ambulant à la vision plus inclusive. Pour Abdoulaye, on ne devrait sous-estimer aucun profil. Il ne faut sous-estimer aucun profil. Beaucoup d'entre eux veulent sincèrement la réussite de ce pays. Les profils me conviennent et que le meilleur l'emporte. Les avis sont tout aussi variés que les professions représentées sur les listes. Pour ce père de famille, qu'il soit ingénieur, pharmacien ou commerçant, l'important reste leur engagement pour le bien commun. Je souhaite que les députés soient compétents, qu'ils soient enseignants, artisans ou autres, tant qu'ils sont réfléchis et engagés. Ils ont aussi la légitimité de nous représenter. Ce qui compte, c'est qu'ils travaillent pour l'intérêt général et non se quereller. Les Sénégalais accorderont-ils plus d'importance aux professions des candidats ou aux actions qu'ils mèneront une fois élus? Le choix leur appartient, mais une chose est claire, pour beaucoup, la diversité des profils reste un atout à condition qu'elle soit au service de la population. La coalition a le droit en tant que coalition de déposer un recours contre la candidature de Ousmane Sonko, tête de liste du parti Pastef. Mais moi, personnellement, je ne vois pas la pertinence de ce recours-là, dans la mesure où on a voulu renvoyer ces élections-là en 2024, les élections présidentielles en 2024, pour que Ousmane Sonko et Karim Wade y participent. Maintenant, si hier, Ousmane Sonko pouvait participer à une élection présidentielle, je ne vois pas pourquoi il ne doit pas participer à ces élections législatives. Parce que aussi, nous savons que la loi d'amnistie est passée par là pour pouvoir lui permettre de lui donner le droit de participer à une élection présidentielle. Parce que sur la loi d'amnistie, c'est seule l'amende qui reste en jeu. C'est à son article 1 de la loi d'amnistie qui donne le droit à Ousmane Sonko, qui lui retourne ses droits. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi Ousmane Sonko ne devrait pas participer à ces élections. Parce que moi, je préfère remporter les élections avec Ousmane Sonko tête de liste de Pastef que de remporter ces élections sans Ousmane Sonko. C'est une perte de temps pour moi parce que aussi nous devrons nous faire focus sur la campagne électorale que d'être là pour aller au niveau du Conseil constitutionnel pour un recours qui va nous faire perdre du temps et pour un recours qui ne sera pas accepté. Le fait de priver de notre citoyen de la liberté de circulation est une atteinte grave aux droits les plus élémentaires. Maintenant, quand ce droit est lié à l'exercice de convictions religieuses, la situation devient très préoccupante. Nous condamnons avec toute notre énergie les dérives autoritaires en cours, orchestrées par le nouveau régime. L'émission d'interdiction de quitter le territoire est un acte de nature judiciaire encadré par la législation sénégalaise et conféré à des autorités judiciaires bien définies. Malheureusement, vous avez tous remarqué les convocations à se présenter à la police de citoyens qui ont osé poser les vrais débats qui devraient être soulevés dans le cadre d'un État républicain. Certains actes relèvent d'une ignorance flagrante des règles de base qui régissent le fonctionnement d'un État normal et mettent mal à l'aise les agents qui doivent exécuter ces ordres. Pour notre part, ce ne sera ni l'intimidation, ni la pression psychologique qui nous divertira. Cette rencontre a regroupé plusieurs acteurs étatiques, mais également ceux de la société civile. Le directeur de la promotion de la bonne gouvernance en a profité pour rappeler le rôle du PGO, mais également les engagements pris par l'État du Sénégal pour promouvoir ce partenariat pour un gouvernement ouvert. Le PGO, comme vous l'avez dit, c'est le partenariat pour un gouvernement ouvert. Il permet de réunir tous les pays pour promouvoir la démocratie,
promouvoir la transparence et promouvoir donc les bons actes de citoyenneté. Donc l'État du Sénégal s'engage à accompagner ce partenariat. D'ailleurs, comme vous le savez, le 26 du mois passé, l'État du Sénégal a envoyé une délégation à New York où j'ai représenté le Sénégal. Les acteurs de la société civile, par l'intermédiaire d'Abdoulaye Ndiaye, en ont profité pour rappeler le rôle joué avant l'adhésion du Sénégal à ce partenariat. La société civile a été à l'avant-garde même de l'adhésion du Sénégal, ça il faut le mentionner. Depuis 2013, la société civile avait plaidé pour que le Sénégal puisse adhérer au PGO. Et de 2013 à 2018, le Sénégal a adhéré. Il a également rappelé les urgences de l'heure et les manquements notés en matière de bonne gouvernance. Alors aujourd'hui, le suivi est aussi de faire un plaidoyer, d'identifier les défis pour que les gouvernants, pour que l'administration puisse savoir que la note du Sénégal a baissé, qu'il y a beaucoup de challenges comme la transparence budgétaire sur lesquels l'indice pour le budget ouvert a monté une régression, l'accès à l'information, la loi qui n'a pas encore été adoptée. Le Sénégal a été récemment retiré de l'initiative pour la transparence de l'industrie de la pêche. Donc toutes ces questions sont des questions qui sont identifiées dans le PGO en tant qu'engagement pour permettre une meilleure amélioration de la gouvernance publique. Ces allégations sont contraires à ce qu'a défendu le conseiller technique du ministère des Finances et du Budget. Le ministère des Finances publie les 8 documents clés budgétaires. Récemment, nous avons connu une évaluation avec l'enquête sur le budget ouvert avec IBP. Vous avez constaté même que la note du Sénégal a progressé de 2 points comparativement à celle de la dernière qui est en date de 2023. La transparence et la bonne gouvernance ont été les maîtres mots de cet atelier. Mais reste à savoir si la deuxième phase du plan d'action de partenariat permettra ou non une évolution dans ces domaines. L'hôpital Barthélemy redonne le sourire à plusieurs enfants sans bourse déliée, des soins liés à l'anomalie de la fente. Ce sont des malformations qui sont prises en charge de façon globale ici à notre niveau et la chirurgie première ou la chirurgie secondaire se fait aussi ici. Mais il faut savoir que ce sont des malformations qui sont prises en charge. Donc il ne s'agit pas de malédiction, il ne s'agit pas... Je préfère voir cela comme une particularité. Ce sont ces enfants qui naissent avec des particularités physiques qui peuvent être améliorées. Et ces améliorations se font à notre niveau ici. Et l'accès est très facile. Il s'agit juste de se faire enregistrer. La prise en charge de la fente peut coûter cher. C'est l'une des explications de la campagne menée par les responsables de l'hôpital Barthélemy. Ce sont des pathologies très chères à traiter. Je sais très bien ici quand j'ai demandé... dans les hôpitaux, ça peut aller jusqu'à, si je n'exagère pas, pour tout le traitement, ça peut dépasser même 500 000. Ça dépasse même 500 000, voire même 1 million pour prendre l'enfant en charge. Et les parents sont vulnérables, ils ne peuvent pas prendre cet enfant en charge. Et ça fait qu'ils sont exclus de la société. Ce père de famille pousse un ouf de soulagement après avoir vu son enfant retrouver le sourire. Aujourd'hui, il est difficile de connaître le nombre d'enfants victimes de la fente, mais des études en cours de validation sont attendues selon les spécialistes. Pikine 20, l'école élémentaire Pikine 20, où nous avons eu là-bas 2 salles de classe fonctionnelles sur 12 à cause d'une forte inondation. Et cette inondation, elle est toujours, il y a l'eau qui est là-bas, du fait de la nappe phréatique qui est affleurante. Donc au-delà de cela, c'est une école qui présente un danger. Parce qu'il faut vraiment reconstruire cette école, parce que construite depuis 1960. Pikine 20, je crois que la direction de la protection civile doit aller visiter cet établissement-là. Cet établissement est un danger pour nos enseignants, mais aussi c'est un danger pour les élèves. Donc il faut cette construction-là, le bâtiment est vétus. Le bâtiment ne peut plus continuer parce que construit depuis 1960, il faut aller vraiment vers la réhabilitation complète de cet établissement. Récemment nommé représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, l'ambassadeur Johan Bostam a démarré ce mardi sa première visite en République démocratique du Congo
À Kinshasa, une rencontre est prévue avec Simbusita Mabou, le nouveau haut représentant pour le suivi des négociations de Luanda. Il va également s'entretenir ce mercredi avec le président Félix Tshisekedi. Johan Borstam prévoit aussi de rencontrer de nombreux acteurs et militants de la paix dans ce conflit des Grands Lacs. Après ces échanges, les discussions se poursuivront ce jeudi matin à Kigali, au Rwanda. Cette tournée du représentant spécial de l'Union européenne intervient au moment où l'Angola prépare une réunion mi-octobre. Celle-ci, qui se tiendra à Luanda, a pour but d'échanger sur un potentiel accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Tous ces efforts s'inscrivent dans les perspectives d'un sommet de chefs d'État pour la signature d'un accord de paix définitif. Pour rappel, la RDC et le Rwanda voisin ne parlent plus le même langage depuis que Kinshasa a accusé Kigali de soutenir les rebelles du M23.